Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans ce numéro de Canal Enquête. Eh bien, ce soir, avec ce numéro de Canal Enquête, nous le consacrons à nos nouveaux bacheliers. L'idée est de les amener à s'ouvrir vers d'autres perspectives d'emploi tout en évoluant dans leur formation, dans leur filière. Des formations pratiques existent. On peut aussi faire valoir un talent et le monétiser. Travail au Bénin, l'autre visage de l'emploi. Dans cette enquête, nous vous proposons des profils de personnes, bien entendu, qui évoluent aujourd'hui dans plusieurs secteurs qui n'ont rien à voir avec leur formation de base. Suivez. La situation de l'emploi en Afrique subsaharienne se dégrade. Il est peu probable que la croissance économique du continent permette, à elle seule, de créer les emplois nécessaires. Impuissante face à la crise de l'emploi actuelle, les méthodes traditionnelles n'ont pas été à la hauteur des attentes. Au Bénin, les jeunes souffrent régulièrement de sous-emploi et du manque de conditions de travail. De plus en plus, les salariés décident de changer de métier et de se reconvertir. Troquer le costume de comptable pour les bottes d'un exploitant agricole, ou encore ces jeunes qui se voient exercer un métier qui n'a rien à voir avec leur formation de base. Laisser tomber sa formation de banque et finance pour devenir ingénieur de son, photographe professionnel. Quitter son rêve et sa formation de juriste et être à la tête d'une entreprise ou changer sa carrière de commercial pour être un styliste accompli. Retrouvez dans ce numéro de Canal Enquête des profils de personnes qui nous montrent l'autre visage de l'emploi. Cette année au Bénin, les résultats du baccalauréat ont donné 59% de taux de réussite. Sur 100 candidats, bien plus de la moitié ont donc pu décrocher leur premier diplôme universitaire qui ouvre l'accès aux études du supérieur. À la rentrée universitaire prochaine, ces nouveaux bacheliers vont se retrouver dans les différentes filières dans nos universités publiques ou privées. 3 ans, 4 ans, 5 ans après, ils se confronteront à la rude réalité du marché de l'emploi, comme ce fut le cas il y a quelques années en arrière pour Exaucé Gad Nkuka. Yo, ouais. Mais dis-moi, concrètement par rapport à la production de la formation, tu penses qu'on pourrait finir ça dans combien de temps? Ouais, bon, après ça dépend de toi. Je suis disponible. Tu vois, il suffit juste que tu aies le bon matériel pour filmer. Donc, d'accord. Si ce n'est que ça, je pense qu'on va le gérer. Et la journée, hier, c'était bien. Ça va, ça va. Comme si... Après sa formation en banque finance, après une licence et un master, difficile de décrocher un stage dans une banque de la place, à plus forte raison, un emploi. En fait, déjà après la licence, voilà, avec un diplôme de licence, déjà on peut postuler pour un emploi, tout ça. Voilà, déjà après la licence, j'ai essayé de trouver un emploi, des stages, tout ça, mais j'en trouvais pas. Donc j'ai cherché, déposé des dossiers, j'en trouvais pas. En choisissant de faire une formation dans les banques finances, Exaucé Gad Nkuka avait un rêve. C'était devenir un financier, travailler dans tout ce qui a rapport avec les finances, les banques, assurances. Voilà un peu ce que je voulais, ce que je voyais, ce que je me voyais devenir en fait. C'était un peu ça.
En attendant qu'une porte s'ouvre pour lui, dans le domaine de sa formation, il a compris qu'il fallait donc réorienter sa carrière professionnelle en tournant son regard sur sa passion pour la musique. Et puis, je me suis dit, en parallèle, j'aimais bien la musique. Depuis le bas âge, j'étais pianiste, je fais du piano. Donc, je me suis dit, au lieu de rester à la maison après la licence, pourquoi ne pas quand même essayer de monétiser ce talent que j'ai, cette passion que j'ai dans le domaine de la musique. Donc ça m'a poussé à commencer quelque chose du côté de la musique, c'est-à-dire lancer un studio d'enregistrement. Voilà, essayer d'aller un peu plus loin dans la musique dans le sens où chercher des contrats pour jouer sur des concerts, ainsi de suite. Donc c'est là en fait que je me suis dit, au lieu d'attendre un emploi, d'ailleurs l'emploi qui ne vient même pas, c'est mieux de se lancer, d'essayer de monétiser cette passion, ce talent que j'ai. Voilà, c'était un peu à ce niveau-là que j'ai eu le déclic de démarrer une entreprise. Vous avez pris les choses au sérieux parce que Oui. à quel moment? Ok, d'accord. Au moment où j'ai compris que je pouvais vivre de ce que je faisais dans le domaine de la musique. C'est ça. Au début, c'était la passion, voilà, on voulait faire quelque chose, oui, gagner de l'argent. Mais bon, après, plus on avançait, on se rendait compte que oui, on peut aussi vivre de ça. C'est intéressant. C'est intéressant, voilà. C'est intéressant. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à prendre les choses au sérieux, à vraiment m'organiser et investir de manière sérieuse dans ce domaine-là. Ouais, au début, en fait, c'est vrai qu'il y a eu des périodes de découragement. Hein. On s'est lancé, on n'avait pas forcément le retour financier qu'on voulait, tout ça. Et je ne sais pas si vous avez deviné, c'est après avoir obtenu un gros marché de plusieurs millions, une seule chanson, je me suis dit waouh, donc je peux vivre de ça. Je peux vivre de ça. C'est vrai, j'ai prévu devenir financier, travailler dans les finances, tout ça, mais bon, je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut la peine d'attendre la cravate, tout ça? Non, vous voyez. Donc je me suis dit, bon, je peux vivre de ça. Si sur une chanson, un marché de une seule chanson de 2 minutes 30, je peux me faire autant de millions, c'est que je peux vivre de ça. Vous voyez. Donc à ce moment-là, j'ai dit, je prends ça au sérieux. Je travaille, je m'étire, je me perfectionne, j'investis, et voilà un peu. Ingénieur de son professionnel aujourd'hui, il a lancé son studio d'enregistrement. Il accompagne les artistes dans leur production musicale. Ici, c'est un studio d'enregistrement de musique. Voilà. Nous créons de la musique, nous enregistrons de la musique, nous mixons de la musique, nous faisons aussi du mastering. Vous voyez un peu, donc nous recevons des artistes qui viennent avec des idées de musique, nous travaillons avec eux, nous arrangeons les chansons. Quand on a un rêve, à force d'écouter, les bêtises on finit par tout plaquer. On craint d'être tout seul face à son choix. On a peur d'échouer. C'est ta foi en Dieu, ta persévérance qui te conduiront vers ta destinée. Vers ta destinée. Oh, oh, oh. Pendant qu'il nous laisse savourer l'une de ses plus belles créations musicales, nous trouvons Seth Kanlissou, avec un parcours universitaire atypique. Quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé à la FADESP et j'ai fait sciences juridiques première année, mais après j'ai abandonné vu les conditions dans lesquelles les cours se passaient au campus. Et je me suis lancé dans le management des ressources humaines. J'ai fait les 3 ans, j'ai décroché la licence et j'ai fait un master en management des projets. Tout à fait. Moi, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est management des hommes, la défense des droits des uns et des autres. Et voilà, dans un premier temps, je voulais vraiment devenir avocat, juge, en tout cas tout ce qui est de l'ordre de la magistrature. Et voilà, à un moment, mes ambitions ont été douchées par la réalité et puis après, j'ai dû me réadapter. Mais en allant en management des ressources humaines, j'avais toujours cette envie-là de défendre les intérêts des hommes hein, dans les sociétés, que ce soit dans les entreprises ou dans la société de façon générale. Donc je me suis lancé sur ce terrain-là et voilà. La formation était correcte. Sur le marché de l'emploi, très peu d'opportunités s'offrent aux jeunes. Cette réalité a conditionné la majorité des jeunes dans le salariat. Pour Seth Kanlissou, il faut briser cette barrière.
Oh, concrètement, dans un premier temps, j'étais dans la logique de la plupart des jeunes de mon pays, c'est qu'on a une vision assez limitée. On a le bac généralement, on se dit on va se lancer dans le salariat, c'est-à-dire on finit sa formation universitaire, on trouve un job qui, dans notre contexte, est généralement mal payé. Mais voilà, on ne voit pas au-delà de ça, en tout cas pour la grande majorité. Hein. Mais moi, à un moment, j'ai rapidement pris conscience des enjeux. C'est-à-dire, je me dis, le salaire moyen dans notre pays étant de 40-45 000, j'étais trop ambitieux pour prétendre à cela. Donc, après mes études, franchement, je ne voulais ni faire de stage professionnel, ni demander un emploi auprès d'une entreprise. Je me suis dit, je vais devenir entrepreneur comme mon père, qui à un moment a quitté la fonction publique pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et vraiment, je pense que c'est cette vision qui m'a gouverné à partir de la 3e année, où j'ai déjà commencé à l'époque à mener quelques activités et gagner de l'argent déjà. Malgré les belles opportunités qui se sont présentées à lui, notamment en Europe, revenir entreprendre dans son pays était son choix. Après, j'ai voyagé, je suis allé au-delà des frontières, en Russie notamment, pour poursuivre avec l'histoire des relations internationales. L'Occident, avec tout son confort, avec toutes les opportunités qu'il y a, j'aurais pu rester. Et j'avais le talent pour rester parce que j'étais quand même un des majors de ma promotion, sinon des 3 premiers. J'avais la possibilité de rester. Mais vraiment, j'avais cette ferve-là, j'avais cette fibre patriotique qui me poussait vraiment à revenir et à entreprendre ici sur place. Encore que en Europe, en Occident, tout n'est pas fait, mais la grande partie, la majorité des choses ont déjà été faites. Les entreprises sont créées, les multinationales, mais en Afrique, on a la possibilité encore aujourd'hui de créer de grandes entreprises, de créer des empires, de monter un business et d'en vivre. Depuis 2 ans, il s'emploie à développer son entreprise. Embarqué dans sa voiture pour une visite dans son bureau, il nous explique la vision cachée derrière son entreprise. Nous sommes en train d'aller où là? Là, on va à Africa, c'est mon lieu de travail. Et Africa, c'est le nom de mon entreprise, en gros. Donc, on va là-bas, je vais te montrer un peu l'agence qui te permet, en gros, en tant que particulier, de mettre ta voiture en location sur le site. Donc, d'autres gens peuvent venir sur le site et louer ta voiture. Ça veut dire que, en gros, j'ai pas de limite. Dans un premier temps, c'est le Bénin. On passe à l'Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO de façon générale. Et pourquoi pas demain, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord et au-delà. Donc vraiment, l'ambition, elle est très grande. Mais de façon pratique, ça se passe comment? Explique-moi un peu. Non, en gros, aujourd'hui, on est en train de déployer la plateforme là. Mais aujourd'hui, Africa est une société de location comme les autres. C'est-à-dire, tu appelles sur Internet, on est référencé, le site est référencé partout. Tu trouves notre contact, tu nous appelles, ou si tu vas sur le site, tu réserves et nous on te contacte derrière. Donc tous les gens qui ont besoin de voitures utilitaires, des véhicules de luxe, des véhicules administratifs, les bus, un peu de tout, hein, on loue un peu de tout. À notre descente, nous nous sommes rendus dans les locaux de Darimage, un studio photo, connu par sa particularité pour le blanc-noir. Mais à la base, Richard Dansou voulait être un magistrat ou un diplomate. Après le bac, ma première carrière envisagée, c'était d'être magistrat, raison pour laquelle je me suis inscrit à l'ENAM d'ailleurs. Et j'ai changé de rêve en faisant une formation en diplomatie et relations internationales. Et ensuite, je me suis rendu compte que peut-être la gestion des projets me permettrait d'être beaucoup plus, d'avoir un marché de travail assez ouvert. Et donc voilà, j'ai enchaîné carrière envisagée sur carrière envisagée pour finir plus tard dans l'univers bancaire d'abord. J'avoue que avec une formation comme diplomate, une formation en diplomatie et relations internationales, ce n'est pas une formation qui vous ouvre aisément le marché de l'emploi. Parce que quand vous faites une telle formation, vous avez comme un seul employeur, l'État. Et le seul ministère qui vous est accessible, c'est le ministère
des Affaires étrangères. Et quand on voit que chaque année, chaque année, il y a au moins une trentaine de diplomates de diplomates en formation qui sont mis sur le marché de l'emploi, ce n'est pas évident. Et donc, il y avait plusieurs promotions qui étaient en attente de passer le concours d'entrée aux affaires étrangères et qui n'avaient pas accès à ce fameux ministère. Il a senti très tôt le besoin de s'inscrire dans une formation parallèle pour donner un sens à une vieille passion qui sommeillait en lui, la photographie. À la fin de ma formation en diplomatie et relations internationales, quand j'ai entamé ma formation en gestion des projets, j'avais une vieille passion qui dormait toujours en moi, la photographie. Et par un pur hasard, je suis tombé sur une institution estudiantine, l'Union culturelle et artistique des étudiants, l'UKE, qui permet aux étudiants de pratiquer d'autres activités comme la danse, la musique, la photographie. Et quand j'étais tombé sur cette institution, j'ai su que voilà, j'avais enfin la possibilité de donner vie à cette vieille passion, la photographie, qui sommeillait en moi. Et donc, parallèlement à ma formation en gestion des projets, je me suis inscrite dans cette institution. Et au moment où je finissais ma formation à l'université en 2 ans, au bout des 2 ans qu'a duré ma formation en gestion des projets, j'étais déjà suffisamment... Et à un moment donné, ma passion commençait par prendre de l'importance. Et je me suis dit, ben voilà, tu sais faire quelque chose, tu sais bien le faire. Et des gens sont parfois prêts à te payer pour que tu le fasses. Quoi de mieux que de concilier la passion et le métier, de transformer la passion en un métier. Et c'est ainsi, au bout de 5 ans d'activité, j'ai décidé de tout arrêter pour monter mon studio. Et parce que j'étais convaincu qu'il y a un type de photographie, il y a une catégorie de personnes qui méritaient d'être photographiées autrement, qui méritaient une touche. Et j'avais l'intime conviction que ce n'était que moi qui pouvais leur donner cette chose. Je sentais en moi que j'avais quelque chose qu'il fallait apporter dans ce paysage où il y avait certes de grands photographes, des photographes talentueux que je respecte, mais je sentais que j'avais ma place, je sentais que j'avais mon mot à dire, que j'avais ma contribution à apporter et que ce que j'avais à faire, c'était une vocation, que je devais rentrer dans l'histoire à travers la photographie et que le métier que je faisais, que d'autres personnes pouvaient le faire mieux que moi, mais que en photographie, j'ai quelque chose à faire que très peu de personnes peuvent faire autant ou mieux que moi. Au Bénin, les jeunes souffrent régulièrement de sous-emploi et du manque de conditions de travail. À défaut de se faire une place sur le marché de l'emploi, avec leur formation de base, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Ballo et ses amis sont dans cette dynamique. Nous sommes partis d'un constat très simple, c'est que depuis que moi j'ai 6 ans et que j'ai mis pied pour la première fois à Cotonou, j'ai observé la congestion, les embouteillages. Et jusqu'à ce jour, ce phénomène perdure encore. Et même quand on trace les voies partout, on a tout ce qui est infrastructure routière, eh ben, la population augmente. Et donc les besoins augmentent, le nombre de véhicules continue par également flamber. Et à partir de ce moment, non pas de transport en commun. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de vélo, de système de vélo, il n'y a pas non plus de train, il n'y a pas de tram, on n'a rien. Et pourtant, tout le monde prend sa voiture, on se déplace. Et en observant, chacun est seul dans sa voiture. Au lieu de se déplacer à seul, de faire le déplacement tout seul, partant d'un point A à un point B, eh bien, il suffit simplement de pouvoir partager les places vides, que l'on a. Et c'est justement ce que nous proposons avec la plateforme Air Mobility qui est juste derrière et qui permet simplement de pouvoir partager les trajets entre un passager et un conducteur qui vont faire le même trajet. Et le conducteur, il poste l'annonce, le passager recherche son trajet et il réserve. Et par ailleurs, nous avons juste à côté Air Mobility Pro qui permet cette fois-ci
de permettre à ce que les entreprises, les administrations, puisqu'il s'agit du transport quotidien, et que ce transport quotidien provoque, je vais dire, 60% des congestions, 60 à 70% selon le rapport de SSATP en 2018, 70% des congestions routières, nous avons permis à ce que ces administrations puissent également s'approprier le système du covoiturage de manière à ce que cette pratique devienne une réalité pour réduire l'impact écologique des déplacements ainsi que les places vides qui sont à bord des véhicules. Donc de favoriser un taux de remplissage assez conséquent. Il a pensé à ce projet pendant ses études à Bordeaux. Aujourd'hui, avec le construit et les représentations sociales que nous avons au Bénin, il faut comprendre que même des intellectuels, même des personnes qui parfois ont avancé dans les études, nourrissent des superstitions et considèrent que partager sa voiture, c'est un peu comme ouvrir sa vie privée à un inconnu. Alors que sur la plateforme, pour des raisons de sécurité, nous avons mis en place d'énormes possibilités, je voudrais dire, notamment la vérification des pièces d'identité, les informations sur chaque utilisateur, et même les trajets sont suivis par GPS. Ce qui permet en gros de consolider le niveau de confiance entre les utilisateurs. Aucune plateforme ne propose cette solution dans la sous-région. Les salariés décident de changer de métier et de se reconvertir. Troquer le costume de comptable pour les bottes d'un exploitant agricole, ou encore ces jeunes qui se retrouvent à exercer un métier qui n'a rien à voir avec leur formation de base. Mais aujourd'hui, regrettent-ils leur choix? Non, je ne pense pas que j'ai des regrets. D'ailleurs, j'en ai pas. Je n'ai pas de regrets. Au contraire, parce que tu sais, après, j'ai trouvé un boulot. Ok. Tu vois, mon entreprise, le studio, tout ça arrivait à un niveau donné, mais après, j'ai trouvé un boulot. Et je faisais maintenant les deux. D'accord. Vous voyez, je pouvais prendre une partie des revenus que j'avais au boulot que j'ai trouvé pour financer cette entreprise que j'avais lancée. En fait, je crois, ça a été pour moi une opportunité de lancer une entreprise. Donc, c'est pas un regret pour moi, au contraire. Ça m'aide beaucoup parce qu'aujourd'hui, j'ai deux sources de revenus. Vous voyez, j'ai un boulot finalement qui est venu. Et il y a aussi le studio, il y a aussi tout ce qui est musique qui rapporte aussi de l'argent. Donc moi, je pense que le bilan est positif. Le bilan est positif et j'aimerais quand même encourager les jeunes. C'est pas parce que le boulot vient pas qu'il faut croiser les bras en fait. Chacun de nous a un talent, 2 talents, 3 talents et je crois que chaque talent peut être monétisé. Vous voyez, une passion, un talent peut être monétisé et je crois que Dieu nous a donné tous, autant que nous sommes plusieurs talents. Vraiment, moi, j'ai beaucoup d'amis en Europe et les fêtes du mois, c'est chaud. C'est chaud. Donc, non, je ne me plains pas. Vraiment, aujourd'hui, en rigolant avec des amis, je dis généralement, il y a très peu d'entreprises à Cotonou, par exemple, qui peuvent m'embaucher et me permettre d'avoir le même train de vie. Donc, peut-être si je travaille pour un organisme international ou pour, payer à 3 000, 4 000 euros, peut-être que ça va m'enlever le stress en moins. Et avec un peu de sous, bon. Mais avec ma vie d'entrepreneur, je gagne bien, je gère bien ma vie. Aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret parce que aussi bien mes amis qui ont poursuivi leurs rêves, leurs ambitions, que d'autres personnes, aujourd'hui, quand ils ont besoin d'images, c'est vers moi ils se tournent. Et je pense que c'est ça ma vraie vocation, c'est de pouvoir les aider à avoir des images ou quand ils ont besoin d'images, qu'ils puissent se dire qu'il n'y a pas deux personnes qui puissent m'offrir ce que je veux, si ce n'est Richard Dansou. Et eux aussi, ils me l'avouent, ils sont très fiers du parcours que je fais, autant que je suis fier du parcours qu'ils font. Donc chacun est dans son couloir et s'épanouit aisément. Et c'est ce qu'on peut demander. C'est toujours bien, oui, il faut aller à l'université, oui, il faut choisir une filière, d'accord, mais en même temps, il faut s'ouvrir d'autres perspectives. Il faut envisager d'autres alternatives. Donc ce n'est pas un gâchis d'avoir fait 1 an, 2 ans, 3 ans à l'université. Parce que comme vous le dites, les notions que j'ai acquises en finance me permettent aujourd'hui de savoir comment gérer le côté finance de mon business. La situation de l'emploi en Afrique subsaharienne se dégrade. Il est peu probable que la croissance économique du continent permette à elle seule de créer les emplois nécessaires. Impuissantes face à la crise de l'emploi actuel, les méthodes traditionnelles
n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et bien voilà, c'était donc là notre enquête sur travail au Bénin, l'autre visage de l'emploi. Vous le savez, dans la deuxième partie de cette émission, je suis avec mes invités. Je commence par Monsieur Gérier Dabolinon. Vous êtes entrepreneur digital. Merci vraiment d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Allez, jusqu'à côté de vous, Seth Moshe Kanlisson, entrepreneur. Vous faites partie des personnes que nous avons interrogées dans le cadre de ce grand reportage également. Absolument. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et puis, juste en face de vous, Rénal Ballot, entrepreneur également. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, j'ai envie de commencer par M. Kanlisson. Alors, d'abord, quelle est votre appréciation sur l'élément que nous venons de regarder? Ah oui, c'est comme si je n'avais jamais dit ces mots. Je redécouvre l'élément. Absolument. Et ouais, ça fait plaisir. Alors, dites-nous aujourd'hui de façon plus précise, quand on décide, n'est-ce pas, de s'inscrire dans un secteur qui n'a rien à voir avec sa formation de base, est-ce que c'est si aisé? Est-ce que c'est si facile? Non, il serait hypocrite de dire que c'est aisé. Mais il faut déjà, en tant qu'entrepreneur, avoir une certaine capacité d'adaptabilité. Il faut... Parce qu'il y a un risque aussi. Hein. Ah oui, il n'y a pas de garantie en réalité. Vous partez et vous prenez tous les risques nécessaires. Bon, en tout cas, il ne faut pas aller comme un va-t-en-guerre, mais vous calculez les risques. On peut vous les prenez. D'accord. Vous prenez l'avis des gens. Bien sûr, vous prenez l'avis des gens, vous vous formez si besoin. Mais voilà, vous lancez, c'est pas simple. Concrètement, c'est pas simple, c'est bien de le préciser, mais derrière, la récompense peut être vraiment à la hauteur des efforts fournis. Et voilà. Alors, cette mutation, vous pensez que pour nos jeunes bacheliers qui certainement, d'ici la rentrée universitaire prochaine, vont s'inscrire dans les filières FADESP, économie, banque et puis tout ça, c'est vrai, notre société en a besoin de ces différents corps de métier pour évoluer, mais qu'est-ce qu'on peut proposer à côté de façon pratique? On est sur un continent où tout le monde le dit, mais apparemment tout le monde n'en prend pas conscience. Tout est à faire. C'est-à-dire que... Il y a encore des opportunités sur le marché il y a à créer, à penser. Il y a un potentiel énorme. Tout est à construire, tout est à refaire, tout est à faire. Donc il n'y a qu'à observer, à être attentif à son environnement. Il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent des solutions concrètes. Donc les jeunes bacheliers, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Les jeunes bacheliers, aujourd'hui, ils sont à l'université, ils sont dans un quartier, ils regardent autour d'eux, il y a des problèmes qui nécessitent des solutions et ils apportent une solution à ces problèmes-là et maintenant, derrière, chercher la façon de monétiser. L'entrepreneuriat, ce n'est que ça. Hein. En tout cas, vous allez partager avec nous quelques idées, puisque vous en avez certainement. Alors, Gérier, est-ce que c'est facile de faire cette mutation? Voilà, aujourd'hui, on a peut-être fini de faire certainement plusieurs formations. On n'arrive pas à décrocher un emploi, mais en même temps, il y a le besoin de s'occuper de soi-même, de sa famille, des proches, et puis tout. Bien sûr. C'est clair que ce n'est pas facile. D'ailleurs, il n'y a rien de facile dans ce monde. Il faut juste comprendre que quand il faut le faire, il faut le faire. Prenez par exemple quelqu'un qui a suivi une formation, qui a une formation classique dans un domaine, comme vous l'avez cité, peut-être. On va prendre le cas de notre, de notre photographe qui a une formation... Richard, qui a une formation par exemple en relations internationales. Son rêve, c'était de devenir ambassadeur, etc. Pourquoi pas on sait tous que ce n'est pas évident de pouvoir trouver ce genre de position aussitôt après avoir terminé cette formation. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que je vais même en même temps profiter de l'occasion pour proposer une petite solution. Vas-y. C'est-à-dire que pour moi, je trouve qu'il serait bien déjà que pendant qu'on est en train de se former, dans le choix qu'on a fait, peut-être des études universitaires, qu'on ait quelque chose qu'on apprenne à côté. Ça permettrait que lorsque vous arrivez au terme de votre formation classique, celle que vous avez choisie par excellence, et que vous vous rendez compte que peut-être vous n'avez pas les débouchés qu'il faut, que vous puissiez rebondir facilement. Vous aurez eu déjà le temps justement de vous acclimater à la pratique de ce que vous aviez eu à apprendre à côté de votre formation.
Ça vous permettrait de rentrer plus facilement dans le milieu plutôt que de sentir des difficultés, que ce soit après votre formation classique, que vous vous retrouvez à vous faire former pour autre chose. Donc c'est clair que ce n'est pas facile, mais je pense que si on prend les dispositions qu'il faut dès le départ, on pourrait le faire encore plus facilement. Voilà. Absolument. Alors, M. Ballot, c'est vrai, la question de l'emploi, ça reste véritablement une grande problématique. Le Bénin n'en fait pas une exception, c'est pratiquement dans tous nos États en Afrique. Comment on peut trouver des mécanismes, et là, peut-être au niveau de l'État, peut-être pour orienter la formation de nos jeunes vers des formations techniques et pratiques? Alors, je pense fondamentalement qu'il ne faut pas tout attendre d'abord de l'État et qu'il faut une codétermination, une autodétermination de chaque individu. Je prendrai exemple sur ce que moi j'ai pu faire. Quand j'étais à l'internat, j'ai fait un internat quand j'étais plus jeune. D'accord. J'apprenais à la pâtisserie et la savonnerie. Mais cette formation existait dans ce centre. Alors, c'était des intervenants externes qui venaient et qui nous apprenaient notamment ce que nous voulions faire. Donc, également la chaudronnerie. Et on avait toutes ces formations qu'on avait à côté, manuelles qui étaient à côté. Mais bien que cette partie du lycée... Vous pourrez avoir du gâteau aujourd'hui. Enfin, sans doute. En me plongeant à nouveau dans les documents, bien sûr que je pourrais en faire encore. Donc, je cuisine, donc sans doute que c'est des choses possibles. Donc, toujours en m'inspirant du contexte de mon expérience, parce que c'est toujours mieux de parler de ce que l'on maîtrise le mieux. Juste après avoir terminé le premier cycle universitaire à Parakou, je sentais que j'avais besoin d'apprendre quelque chose d'autre, juste pour avoir des compétences secondaires. Donc du coup, je me suis rapproché d'un aîné qui était dans la maintenance informatique. Et je lui ai dit, tiens, je voudrais apprendre comment est-ce on peut faire une maintenance d'un ordinateur, qu'on peut changer, on peut reprogrammer le système, alors que à la base, j'ai fait la géographie et l'aménagement du territoire. Donc du coup, pendant quelques mois, je me suis quand même lancé sur ce sujet. Juste, je donne ces exemples pour illustrer quoi. Il faut une autodétermination. C'est vrai, dans le contexte universitaire, l'État a mis en place des politiques pour accompagner notamment les universités. Il y a notamment la fondation de l'UAC qui accompagne les étudiants qui sont en formation et qui veulent construire des entreprises. Donc cette fondation, elle est juste en face de la mairie d'Abomey-Calavi. Je l'ai découvert pas plus tard, c'était le vendredi que j'ai découvert ce lieu. J'ai rencontré le directeur de ce site qui s'appelle... Il propose des formations pratiques à des étudiants. Qui propose, en gros, c'est un espace d'incubation pour accompagner les étudiants qui ont des idées. Vous avez une idée, vous venez dans ce centre, vous soumettez votre idée, et il y a des gens pour vous encadrer, il y a ce qu'on appelle des coachs pour vous encadrer, structurer le projet, trouver les éléments nécessaires pour pouvoir vraiment le rendre viable, prendre des outils, parce que c'est pas toujours évident. On ne naît pas entrepreneur, c'est l'environnement qui façonne. Donc du coup, à partir d'un moment où vous avez un espace qui est adapté à de telles pratiques, il n'y a pas de raison pour ne pas porter votre idée dans l'espace d'intégration. Et il y a quelque chose que mon frère vient de dire tout de suite. Chaque problème de la société constitue une idée de projet, une idée d'entreprise. L'observation, elle est fondamentale. Juste à travers l'observation, on pourrait identifier des points, mais surtout, il ne faut pas essayer de dire qu'on veut répondre à tout. Il faut juste prendre un petit problème, apporter juste une petite approche de solution, et après, elle émerge tout seul. Alors, comment vous, à votre niveau, vous avez réussi à mener cette réflexion et à proposer un service, puisque vous êtes à la tête de votre entreprise? Oui. Alors, on va dire que moi, j'ai un profil assez particulier, parce que partout où je passe, on me dit « Reynald, ce que tu fais, on n'a pas l'habitude de le rencontrer ». Moi, j'ai commencé par construire ce projet d'entreprise depuis le master. En gros, j'avais fait un stage au niveau de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est l'équivalent de l'AFD, mais plutôt en France. Ça s'appelle ADEME. Et donc, du coup, pendant ce temps, je travaillais sur la mobilité dans les territoires ruraux. Comment est-ce que les gens se déplacent en campagne? Et c'est à partir de ce moment, je me suis dit, tiens, de cette étude est remontée des informations, est remontée une idée d'entreprise. Une idée d'entreprise
qui est en corrélation avec les observations déjà faites pendant que j'étais en licence au Bénin. Et à partir de ce moment, j'ai construit ce projet en m'entourant de personnes qui pourraient m'apporter les compétences nécessaires. Je ne sais pas faire du développement numérique, je ne sais pas faire du codage, mais plutôt je me suis entouré des personnes les meilleures qui sont sur le territoire et qui peuvent apporter un plus par rapport à la construction de ce projet. Et c'est ainsi qu'on a mis en place cette entreprise qui aujourd'hui permet de faire du covoiturage et de partager les trajets. Alors comme quoi on peut même partir d'un thème de mémoire pour se trouver un chemin. Absolument. Bien sûr. Absolument. Allez-y, tu voulais dire. Alors, moi, je voudrais renchérir avec ce qu'il disait tout à l'heure. Moi, j'ai fait un constat. C'est bien beau tout ça de se dire que après l'université ou pendant que nous sommes dans notre cursus universitaire, que l'on puisse, apprendre quelque chose à côté. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Moi, j'ai vu le cas, par exemple, du Rwanda, où depuis 2016, aujourd'hui, le système éducatif fait de sorte à créer plus de créateurs d'entreprises que de demandeurs d'emploi. Alors c'est évident que c'est un système que nous n'avons pas ici. Justement. Et ça reste un problème qu'il faut régler. Ça reste un problème et justement, si les autorités pouvaient nous entendre, je pense qu'il faudrait justement commencer à inculquer des Monsieur Ballot le disait dans l'élément, nous sommes plus forgés à bûcher, à apprendre, à livrer. Je pense sincèrement que les autorités nous ont déjà entendus. Je me réfère à la locution. Alors on va laisser Géry finir rapidement son exemple de Rwanda et puis je te reviens. Oui, donc comme je le disais tantôt, aujourd'hui dans le système éducatif rwandais, ils sont à même de pouvoir apprendre depuis le cours secondaire les bribes de tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça. Ça va leur permettre justement que dès qu'ils vont arriver à un certain niveau, qu'ils soient déjà assez outillés justement pour pouvoir se lancer plus facilement. Il est bien beau de rencontrer des problèmes et de vouloir chercher des solutions. Mais c'est encore mieux lorsqu'on est préparé justement à pouvoir répondre à ces préoccupations-là. Parce que tout le monde peut trouver un problème. On est conscient que le problème existe. Mais comment le résoudre? Il faut avoir l'esprit de comment le structurer, disposer à le faire. Donc le structurer et tout ça, c'est des choses qui, ma foi, prennent du temps à acquérir. C'est cela qu'il faut avec les incubateurs, un peu comme... Justement, les incubateurs, oui, bien sûr. Mais si en même temps la personne est plus disposée, je veux dire plus disposée depuis sa formation et tout, ça lui permettrait justement d'y arriver. Mais au-delà même de ça, tout le monde n'a pas la grâce peut-être de devenir étudiant. Tout le monde n'a pas la capacité, par exemple, de faire les études universitaires. Il y en a même qui n'ont peut-être pas le bac. Mais moi, je voudrais également que cette occasion qui nous est donnée, qu'on puisse également leur parler et leur dire que on peut apprendre un métier et justement en vivre et de façon vraiment décente. C'est-à-dire qu'il va falloir justement y mettre l'amour qu'il faut, la détermination qu'il faut, aimer ce qu'on fait pour pouvoir l'amener à une autre dimension. D'accord. Donc c'est un apport. Commission. Oui, je disais tantôt que... Pour la formation technique. Oui, pour la formation technique, en réalité... Il y a des trucs en marche. Bien sûr, j'ai écouté le chef de l'État qui disait notamment que... ah oui, effectivement, il est revenu plusieurs fois là-dessus. Que dans les lycées, dans les cours, les CEG, comme on dit, collège d'enseignement général, c'est ça, qu'ils allaient implanter des ateliers de formation pratique pour que les futurs étudiants, les collégiens, quand ils sortent de là, qu'ils ressortent avec des compétences pratiques. Moi, j'ai toujours été passionné, par exemple, par la menuiserie, que ce soit de la menuiserie en aluminium ou avec le bois. Je bricole beaucoup. Okay. Par exemple, quand tu es venu au bureau, la longue table qui est là, je l'ai montée de toutes pièces. Ah oui? Ah oui, j'ai acheté ma planche ici. Tu t'es fait former ou quoi? Non, je suis allé sur YouTube. Voilà encore une problématique. Non, c'est une solution. Donc on peut demander à nos jeunes également. On peut aller sur Internet. Bien sûr, il y a des formations en libre accès. Une autre façon de mieux utiliser Internet. Il y a des tutoriels qu'on peut utiliser, des vidéos pour apprendre. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui ont appris sur le tas, qui n'ont jamais été dans une formation, machin. Et ils sont très brillants. C'est pas forcément la voie classique, mais on peut apprendre à faire des choses par des moyens qui ne sont pas forcément conventionnels, mais voilà. On peut tomber sur des vidéos sur Internet. Et comme je suis déjà passionné, je regarde comment on fait les angles, comment on fixe le truc pour que ce soit solide, et j'ai monté ma table.
Voilà. Donc je dis, aujourd'hui au Bénin, il y a cette volonté-là de mettre sur pied un système qui permette à nos jeunes de sortir de leur formation scolaire avec aussi des compétences pratiques qui leur permettent aussi de s'insérer dans la vie professionnelle de façon plus... Attention, la formation, elle est importante. On ne demande pas à X à Y de ne pas aller s'inscrire à l'université. C'est clair. Bien sûr. C'est clair. On aura toujours besoin d'intellectuels, c'est sûr, on aura toujours besoin de cadres, magistrats, médecins et tout ça. Mais aussi, il faut observer. C'est-à-dire que quand vous allez vous inscrire dans une faculté, il faut voir les statistiques. Vous allez à l'ANPE, regardez. C'est énorme. Bien sûr. Qui embauche encore? Dans quel secteur il y a encore de l'emploi? Dans quel secteur c'est saturé? L'État ne va pas embaucher plus de 5000 agents par an. Hein. C'est clair. Si ce n'est pas la police, c'est la gendarmerie, la douane, d'accord. Mais les agents qui travaillent dans les services de l'État, il n'y en a pas beaucoup. On est 13 millions. On sait qu'on a plus besoin des corps de métier. Bien sûr. Aujourd'hui, pour faire les charpentes, par exemple, pour faire des structures, la maçonnerie au Bénin est encore vraiment primitive, pardon. Ouais, il faut de vrais professionnels, hein, aujourd'hui pour faire des choses extraordinaires. Il faut repenser par exemple l'architecture urbaine de nos pays. Parce que nos villes ne ressemblent pas à notre identité est méconnaissable quand on regarde. Pratiquement tous les secteurs, la mécanique également. Bien sûr, il faut évoluer. Voilà, il faut que les gens réfléchissent à ça. L'architecture, il y a beaucoup de choses à faire. En gros, c'est que tout est à faire. Tous ceux qui sont derrière, en fait, il y a de l'emploi. Il y en a pour tout le monde. Il faut réfléchir, il faut voir, il faut observer. Chaque année, en tout cas, sur le marché de l'emploi, ils sont des millions qui sont confrontés à ce problème de décrocher un emploi. D'ailleurs, même les stages, c'est compliqué. Je ne suis pas de l'école où on pense qu'en fait qu'il faut tout déconstruire et plutôt reconstruire. Parce qu'en fait, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse forcément la nouvelle. En gros, c'est vrai, il y a un problème de structuration. C'est plutôt dans l'organisation qu'il y a des choses qui ne sont pas pour autant martelées. Je donnerai, encore une fois, je partirai des exemples concrets de mon vécu, parce que c'est toujours ce qu'on sait le mieux dire. Je me souviens quand j'étais en collège, j'étais au CEG à Malanville, on avait il y avait plusieurs branches qu'on pouvait avoir en cours supplémentaires. C'est-à-dire, il y avait les cours d'informatique, il y avait des cours de la soudure, il y avait la couture. Mais combien d'élèves venaient... C'était l'école publique C'était l'école publique. CEG. Ah, ok. Ça existait. Oui, ça existait déjà à l'époque. Dans les années 2000. Donc, voyez-vous, c'est des choses qui existaient déjà à l'époque. Mais qu'est-ce qui a le plus manqué dans cette organisation structurelle? C'est le mindset. On nous a appris pendant très longtemps à bûcher, à reproduire. Mais on n'a pas appris à innover. On n'a pas appris à créer. On n'a pas appris à savoir fabriquer. C'est des choses qui ont manqué. Et donc, du coup, quelque part, il y a une reproduction de tout le monde fait ça, et puis donc on s'inscrit forcément dans la même démarche, et ça a été une grosse faiblesse pour la génération actuelle. Mais encore une fois, j'insiste à nouveau dessus. Aujourd'hui, il faut changer forcément de paradigme. Le paradigme peut-être, il y a une évolution épistémologique qu'il faut avoir du point de vue des comportements que nous avons. Ça, c'est une certitude. Mais c'est des choses qui... Vous allez remarquer, on ne crée, il n'y a rien de nouveau à créer sous le soleil. Tout existe déjà. Et c'est juste qu'il faut repartir dans les pratiques anciennes et voir quelles sont les pratiques qui marchaient véritablement auparavant, sur lesquelles peut-on encore rebondir, sur lesquelles peut-on encore agir, insister pour structurer et vraiment booster de nouvelles pratiques. C'est de ça il est question. Quand le ministère ou le président parle d'insistance ou d'accompagnement pour intensifier les activités professionnelles dans les lycées, et ben ça c'est quelque chose qu'il fallait penser, c'est le manque d'équipement. Il faut pas dire qu'on est en train d'apporter quelque chose de neuf, c'est juste qu'on apporte du financement nécessaire, on apporte de l'équipement nécessaire pour renforcer la pratique et les formations au sein de ces différentes institutions. Ça c'est ce qui est vraiment mis en œuvre, donc il y a rien de nouveau qui est mis en place. Et ça manque aujourd'hui, c'est ça? C'est ce qui manque aujourd'hui?
Pardon? C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est cet ce qui, accompagnement. ça fait partie de quelque chose qui manque aujourd'hui. Il ne suffit pas simplement de C'est vrai, mettre moi en place j'avais souvenance au collège, mais il faut... on devait faire des cours au laboratoire, mais c'est toujours Exactement. vide. On n'a jamais Mais réussi à vous avoir voyez, du matériel pour travailler. Il y a une autre chose, pour mélanger les, il y a une autre les chose solutions. fondamentale qu'il ne faut pas mettre de côté, et j'insiste énormément dessus. Un pays, c'est quoi? C'est d'abord l'éducation. Qui éduque? Il faut la question de qui éduque. Quand on n'a pas la bonne personne qui est dédiée à transmettre la bonne formation, on aura beau investir des milliards dans l'équipement, rien ne marchera. Bien sûr. Et Donc il faudra trouver la bonne personne. Bien sûr, bien sûr. Avec Agir. le président Macron, hein, bon, Voilà. franchement, je vais Sur pas, la formation. on va pas polémiquer sur la venue du président Macron, mais le président Patrice Talon parlait des formateurs. Il demandait à son homologue français ce qu'on va appeler un transfert de compétences. C'est très important, hein, on ne va pas jouer les fiers. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire ancestral, d'accord, qui est là. C'est toujours bien d'aller vers l'autre. Apprendre. Parce que les États puissants d'aujourd'hui, hein, les Chinois ont appris dans les universités britanniques, en Europe, partout. Là, ils ont fait de l'espionnage industriel en masse. Donc, nous aussi, si on choisit le terrain conventionnel pour faire ce transfert de compétences-là, il faut aller aussi dans les pays scandinaves. Quand vous allez en Europe de l'Est, en termes d'architecture, ils sont dans une autre dimension. Et ça ne veut pas dire pour autant, par exemple, d'aller construire des maisons médiévales, comme le font les Occidentaux. Mais nos Tata Samba, ici, par exemple, on les reconstruit avec une technique copiée d'ailleurs. Donc, Ganvier également. Voilà, on peut reconstruire nos villes à partir de ces techniques-là. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur celui qui transmet effectivement la formation, le savoir, la qualité de cette personne-là. Et c'est ça qui va déterminer le produit qui va sortir effectivement. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire entre la volonté, justement, peut-être pour un étudiant de s'inscrire dans une formation. Encore qu'il faut s'assurer que la formation existe. Ils sont nombreux à se retrouver dans ce genre de situation où ils ont envie d'aller vers des formations pratiques et puis on te dit non, la formation n'existe pas au Bénin, il faut peut-être aller au Sénégal, aller au Ghana, en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a de bonnes perspectives. Déjà, même avec le développement du numérique, il y a des métiers du numérique aujourd'hui. Bien sûr. Et en effet, justement, on va dire qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui. Parce que c'est évident qu'à l'heure actuelle, j'imagine nos jeunes bacheliers, ils seront en train de... Casse-tête. Ouais, non, papa veut ci, maman veut ci. Bon, on est un peu perdu là. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui se créent. Il y a beaucoup de métiers à votre époque, le choix était vite fait? Ah mais non, moi je pense qu'il y a un problème d'orientation. Ça il faut en parler. Moi par exemple, je voulais être mécanicien d'avion au départ. Moi je voulais être comme mon père. On va commencer par gérer. Il a fait la géographie. On va commencer par gérer. Plus simple pour moi. On va commencer par gérer. Alors quand tu as eu le bac. Oui, enfin, un peu même avant le bac. Et c'est justement de ça que j'allais parler. Je voulais être mécanicien d'avion. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que cette je n'étais pas aussi... n'existait pas. D'abord, il n'y avait pas la formation. Et déjà, on m'avait orienté. Je devais faire une série, la série E ou quelque chose dans le genre. Et c'était compliqué. Moi qui, au départ, partais pour une série scientifique, je vais dire à peu près la D ou la C, il fallait que j'aille dans la série E. Ce que je ne pouvais pas faire. Donc, j'ai dû revoir un peu à la baisse les ambitions. Après le bac, je me suis dit je vais devenir avocat, etc. Je me suis inscrit comme lui à la FADESP. Ça n'a pas été la tellement chaîne populaire, évident. comme on disait à l'époque. Ça n'a pas été tellement évident. J'ai dû raccrocher également de ce côté-là pour me retrouver dans un univers aujourd'hui où je m'épanouis pleinement. C'est-à-dire que je suis dans le domaine du numérique, dans l'entrepreneuriat numérique. Et c'est quelque chose qui est venu avec la passion. Je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui se créent. De nos jours, les choses ne sont plus comme avant où c'était même l'emploi qui attendait les apprenants, les étudiants, les diplômés. Aujourd'hui, il n'y a plus d'emploi, si vous voulez. Il n'y a plus d'emploi. Et il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui s'inventent ou qui se réinventent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est qu'il faut déjà commencer à justement jeter un coup d'œil sur ce qui se fait. Et je voulais même rebondir sur ce que mon homologue disait tout à l'heure. Il parlait de formation, qu'il fallait... qui forme. Qui est-ce qui forme ? Le formateur, justement. Mais il y a également autre chose qui est important que moi je voudrais souligner, c'est que on a souvent, je vais dire, évité de valoriser les compétences en termes de métier.
souvent, la mentalité dans laquelle nous sommes, en tant qu'apprenants généralement, c'est que finis tes études et tu vas devenir costume cravate. Alors qu'il y a beaucoup de costumes cravates aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir le même train de vie que des personnes qui ont par exemple appris des métiers pratiques. Absolument. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait déjà apprendre aux jeunes. Pendant longtemps, on a mis dans la tête des gens qui ça, justement, en fait, le succès, c'est être agent permanent de l'État. Et moi, il y a mes proches qui m'ont longtemps poussé dans cette direction-là, agent permanent de l'État. Mais quand je vois aujourd'hui ma condition, par rapport, je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Franchement, j'ai un élément que je voulais ajouter. Rapidement. À l'université aujourd'hui, depuis l'avènement du président Talon, je pense que la première promotion de l'école, ça doit être autour de 2017. C'est une école de haute couture qui fait partie des entités de l'UAC. Vraiment comme les NEAM. Qui est sur le campus? Ah oui, qui est sur le campus. Et moi, mon meilleur ami, il est diplômé de cette école-là, de haute couture. Déjà, lui faisait de la couture, déjà avant. Et on s'est inscrit quoi après le bac? Oui, après le bac, il a fait 3 ans. Il a soutenu comme tous les étudiants et tout ça. La haute couture. Et il y a plein de corps de métiers. L'école a plein de filières comme ça. Donc, franchement, ce débat-là est intéressant parce que peut-être à l'issue de cette émission, des jeunes vont décider peut-être d'aller s'inscrire en couture. C'est vraiment ça l'objectif. Par exemple, tu es en anglais, en espagnol, en géographie. Cela n'exclut pas qu'ils vont s'inscrire en filière ou en faculté. Voilà. Mais tu t'inscris parallèlement en couture, par exemple, en menuiserie. Et c'est tout bénéf. Et déjà, peut-être après 2 ans, tu peux déjà commencer à faire des bien sûr, c'est ça, créer une marque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes béninois qui créent des marques de vêtements, des lignes. Voilà. C'est un secteur qu'il faut valoriser. Encore que le Bénin est très grand producteur de coton. Absolument. Et que maintenant, des usines de fabrication de tissus commencent à s'implanter. Franchement, il y a un grand potentiel. Et il faut que maintenant, nous-mêmes, on se réveille. Il y a une dynamique qui est en place. Il faut maintenant qu'on amène tous les jeunes dedans. Et que voilà, l'entrepreneuriat, c'est ça qui est le premier facteur d'emploi dans les pays. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer dans tout ce que nous disons là, aux côtés des enfants? Évidemment. Oui. Je crois, effectivement, pour répondre à la question, les parents ont un rôle immense à jouer, et pas que les parents, mais la société, ainsi que l'État, a un rôle à jouer pour en même temps faire le lien avec ce qui peut être une démarche incitative dans la démarche de l'entrepreneuriat. En gros, il faut que la société puisse éviter de stigmatiser les entrepreneurs. Dans le sens que, dans notre société, on a peur d'échouer. On a peur d'échouer. Et moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Les vertus de l'échec. J'ai oublié un peu le nom de l'auteur. Et en fait, c'est un livre qui m'a beaucoup nourri l'esprit, parce que entreprendre, on ose faire quelque chose, on ose l'échec, on touche l'échec, et il ne faut pas que l'échec soit considéré comme étant tabou, et il faut que l'État puisse encourager les gens qui prennent des initiatives, qui prennent des risques, à pouvoir se dire j'échoue mais j'apprends quelque chose, et que je peux encore rebondir pour réussir par la suite. Donc il faut encourager le risque. Il faut que l'État puisse accompagner ceux qui prennent des risques, parce que ceux qui prennent des risques, ce sont ceux-là qui créent de l'emploi. L'État ne pourra pas employer tous ceux qui sortent de l'université, sortent chaque année 20 000 chômeurs. Non, donc grave. Par conséquent, que faut-il faire? Et je pense que le président Talon, il a compris quelque part, il y a un programme qui s'appelle PSIE, programme d'insertion des et nous, par exemple, l'entreprise Rhénis est passée par ce programme et a permis à 6 jeunes de pouvoir intégrer l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose. Moi, je remercie le gouvernement par rapport à cela, parce que sans ce programme, moi, je peux pas. Voilà. Donc, c'est pour avoir des gens de qualité qui puissent travailler avec moi pendant qu'on se concentre sur la communication par rapport à notre travail. Vous les avez déjà embauchés, c'est ça? Ils sont embauchés et bientôt ils travaillent depuis plus d'une année. Voilà. Et tu les payes bien, j'espère. Ah ben, c'est l'État qui s'en occupe. Qu'est-ce qui revient pour l'entreprise? Qu'est-ce qui revient pour l'entreprise? Alors pendant une année, l'État s'en occupe, et l'année d'après, c'est l'entreprise qui s'en occupe. Mais encore une fois, je voudrais attirer l'attention du président des cieux. Il est entrepreneur, et je pense que ceux qui sont également à la Chambre de commerce sont des entrepreneurs.
ils savent pertinemment que ce n'est pas en une année qu'on fait l'entreprise. C'est pas en 2 ans. Et surtout quand vous êtes dans une entreprise de risque, où le risque est très peu élevé, il faut accompagner. Il faut mettre en place des politiques incitatives et permettre à ce que le mindset social puisse soit favorable aux innovations. Allez, un dernier mot de fin, Kamisson. Ouais, dernier mot de fin. Moi, je dirais, on a beau dire, hein, on a beau inciter les gens à entreprendre. Et je voulais ajouter que commencer. Ce n'est pas non plus facile. Ouais, commencer, c'est le plus facile. C'est-à-dire tout le monde peut commencer. Mais après, il faut de la résilience. Et comme le disait mon frère, vous avez beau échouer, il faut que vous rebondissiez sur vos 2 jambes et que vous alliez de l'avant. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est vrai, il y a le rêve, l'idéal de gagner beaucoup d'argent, de devenir tel, machin. Mais derrière, il y a aussi le risque de s'écraser, de se casser la gueule. Mais derrière, il faut toujours repartir. Parfait. Ouais, parce que la promesse, elle est belle. Parfait. Les Jerry Daboulino. Oui, moi je dirais tout simplement, apprendre c'est avancer. Apprendre c'est avancer et du moment où nos jeunes nous suivent en ce moment, nos jeunes frères nous suivent, je vais tout simplement leur demander de prendre le temps de découvrir de nouvelles choses. Et ça leur permettra de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Parfait. Et de réussir leur vie. Parfait. Je vais finir avec Balo. Oui, alors tout ce que je peux partager avec mes confrères, c'est très simplement que quand on a une idée, il ne faut pas garder cette idée dans sa poche en se disant telle personne va voler cette idée. Il faut partager cette idée parce que l'entourage permettra d'alimenter, de mûrir, de consolider cette idée-là. Et enfin, le monde de l'entrepreneuriat n'est pas un monde de bisounours. Il faut le comprendre. C'est un monde de requins. C'est un monde de requins. Et il faut se préparer, il faut aussi. attacher les ceintures parce que c'est seulement ceux qui sont courageux, ceux qui sont déterminés, qui réussissent. Merci beaucoup. J'étais avec monsieur Seth Moche Canlisson. Vous êtes entrepreneur. Merci vraiment d'être avec nous. Jerry Daboulino, entrepreneur digital. Merci également d'être avec nous. Et puis Renat Balo, entrepreneur également. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est la fin de ce numéro de Canal Enquête. Vous l'avez compris, c'était donc consacré à nos nouveaux bacheliers. L'idée est de les amener à s'ouvrir vers d'autres perspectives. Merci d'avoir été là. À très bientôt pour notre numéro de Canal Enquête.